Bienvenue sur Copo & Co pour cet épisode 2 consacré à la fabrication de mon bureau et de ses divers rangements. Alors, je vous dis tout de suite, si vous avez oublié l'épisode 1, pas de panique, vous pouvez le regarder, il est toujours disponible. Je vous mets un petit lien en haut à droite de l'écran. J'y parle de la façon dont j'ai conçu le bureau, pourquoi il a cette forme-là, comment je l'ai modélisé, très brièvement. Après, on parle des découpes, du choix des assemblages et puis aussi de la finition au rubio. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas, l'épisode est toujours disponible. Dans ce second et dernier épisode, on va traiter de la façon dont j'ai assemblé tous ces éléments sur place sur la mezzanine, parce qu'évidemment c'était très délicat pour moi de tout assembler dans l'atelier et de le monter moi-même sur la mezzanine en étant seule. Donc forcément, toute la conception et les assemblages ont été réfléchis avec cette situation-là. La façon aussi dont j'ai tout assemblé au mur, par exemple, comment tient le plateau, comment tiennent les étagères murales. Et puis on va également aborder la façon dont j'ai fabriqué les différents tiroirs, dont j'ai fabriqué les façades, et puis aussi comment j'ai installé tout ce qui était quincaillerie, donc glissières et aussi les charnières. On parlera aussi des petites astuces cachées, notamment de la partie électrique, parce que comme vous le voyez ici, eh bien, il y a une petite multiprise bien pratique qui est cachée, et donc il y a un système de fil. Le tiroir qui est ici a été conçu d'une certaine façon aussi, donc on va parler de tout ça dans la vidéo. Enfin, à la fin de la vidéo, on fera le bilan de cette construction, points forts, faiblesses et surtout les erreurs que j'ai commises et que je ferai différemment si je suis de nouveau confrontée à un projet de ce type. Comme ça, vous aussi, si vous voulez vous lancer dans des projets un petit peu similaires, il y a peut-être des choses qui attireront votre attention et des erreurs que vous éviterez. Je vous dis bon visionnage, on se retrouve à la fin pour ce fameux bilan. En attendant, n'hésitez pas à lire ce qu'il y a sous la vidéo dans le petit descriptif. Vous cliquez sur le petit bouton plus, vous aurez accès aux pages Facebook, Instagram de la chaîne avec des choses que vous ne voyez pas sur YouTube. Vous aurez aussi des liens Amazon et Mano que je vous encourage à enregistrer dans vos favoris. Ça vous permet en fait de faire un geste pour soutenir la chaîne sans que ça ne vous coûte plus cher que d'habitude dans vos achats. Mais en contrepartie de vos achats, quand vous utilisez ces liens, Amazon et Mano me reversent quelques centimes. Et puis à force, ça me permet d'acheter du consommable, des matières premières pour mes projets que vous visionnez ensuite. Donc je vous en remercie. Enfin, abonnez-vous, ça serait dommage de manquer la suite des projets qui seront diffusés sur la chaîne. Donc à tout à l'heure, bon visionnage et on se voit à la fin pour le bilan. Et c'est parti pour la voix off. Alors comme je vous l'avais dit, en fait j'ai monté toutes les pièces par mon bel escalier en fer rond carré. Il y a une vidéo d'ailleurs à son sujet dans les vidéos de la chaîne, donc n'hésitez pas à voir comment j'ai installé cet escalier. Ensuite, j'ai tout assemblé à l'aide de mes dominos qui ne sont pas collés car je veux que le meuble reste démontable au cas où. Et puis, sous certaines étagères, j'avais dans l'atelier déjà prévu des emplacements pour des vis-biaises. Alors une fois que tout a été encastré, eh bien j'ai mis mes vis-biaises. J'ai utilisé ma perceuse métabo avec une rallonge de vissage qui était prévue dans le kit des vis-biaises. Et c'est vrai que c'est pratique parce que ça va vraiment bien en profondeur, ça met bien la vis au fond du trou. Alors le socle est vissé par en dessous, sous la colonne. Et puis j'ai aussi mis des renforts à l'arrière qui sont eux aussi vissés avec des vis-biaises, les vis-biaises ne se voyant pas. Une fois que ça a été mis debout, alors vous voyez, il faut prévoir un petit peu de place en hauteur hein, si on assemble ça au sol. J'ai fait preuve de force et j'ai mis ça sur mon petit socle pour voir comment ça se présentait. Je savais que le sol n'était pas plat et j'en ai eu confirmation. Vous voyez, quand j'appuie, ça penche sévère. Il s'avère en fait qu'il y avait une pente quasiment de 1 cm au niveau de mon socle. Donc j'avais deux choix, soit caler en l'état, soit retravailler mon socle pour enlever, vous voyez, vers l'arrière la partie qui était en trou. Et j'ai mis un petit domino qui était sur l'avant et on voyait bien l'écart qui était tenu. Donc direction l'atelier et puis ce socle là j'avais fait en sorte justement de ne pas l'assembler avec des vis et ça a été aussi bien, comme ça j'ai pu tout recouper sans que ma lame risque de rencontrer des parties métalliques. Alors j'ai utilisé mon guide Reclair de découpe. En fait c'est un guide qui permet de faire des découpes avec des angles prédéfinis sur la scie sur table. Donc c'était très bien, j'ai coupé ce que j'avais en trop et puis ça fait des découpes super propres. Après on peut se le bricoler soi-même, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Il est franchement très cher mais il est super efficace et puis rien n'empêche de s'en inspirer pour se faire un bricolage maison au cas où.
Alors une fois la découpe terminée, voilà, c'est un petit peu de biais, on met ça dans le bon sens, sinon ça sert à rien. Et puis rebelote, remusclore, et puis on repose ça sur le socle. Et en effet, ça allait beaucoup mieux. Il y avait toujours un petit peu de jeu, mais c'était vraiment très anecdotique. Donc j'ai pu déjà fixer cette colonne au mur. Je voulais éviter qu'elle me tombe dessus. Donc j'ai fait à travers un renfort là que vous avez vu tout à l'heure à l'arrière de ma colonne. J'ai fait des trous, ce qui m'a permis de mettre des chevilles dans mon mur. Et puis après, j'ai mis 2 vis. Et ça a été déjà une tenue temporaire. Vous verrez en fin de vidéo, j'ai rajouté 2 équerres métalliques pour plus de sécurité. Mais je m'étais dit que je fixerais le tout à la fin et en fait c'était pas envisageable parce qu'à chaque fois que j'essayais de mettre mes étagères murales pour voir comment elle se positionnait, si c'était trop longue, trop courte, ça bougeait ma colonne et donc ça me bougeait tous mes repères. Donc j'ai préféré faire déjà une petite fixation temporaire pour avoir un point fixe et stable pour la fixation du plateau et des étagères murales. Une fois que j'ai provisoirement fixé ma colonne, eh bien j'en ai profité pour mettre quelques vis tout en bas. J'ai centré mon socle et puis j'ai mis des vis. Alors on peut se dire que c'est pas très beau, mais en fait à l'intérieur il y aura dans un second temps des tiroirs, donc ces vis là ne se verront jamais. Il suffit juste de bien repérer l'emplacement du socle pour être sûr que les vis vont tomber sur l'épaisseur du bois qui est en dessous. Donc rien de bien sorcier, il faut juste faire attention et pas faire un emplacement trop étroit, sinon à moins d'avoir un renvoi d'angle, et ben c'est difficile de mettre la perceuse, enfin la visseuse. Donc là en l'occurrence la métabole n'est pas trop grande, donc j'ai pas eu de souci à le faire, mais c'est quelque chose à anticiper du coup quand on fait la construction et quand on choisit la hauteur de chaque étage. Alors ensuite, j'avais prévu, comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, d'aligner mes étagères murales et mon plateau sur les étagères de la colonne. Donc j'ai mis mon petit niveau laser et puis en fonction, vous le voyez, j'ai percé et j'ai fixé une petite cornière en alu qui fait peut-être 1,5 mm ou 2 mm d'épaisseur. C'est une cornière inégale, ça veut dire que les deux côtés sont pas de la même longueur. Le côté qui est contre le mur est un tout petit peu plus court que le côté qui se trouve sous l'étagère. Comme ça me fait une meilleure portée. C'est un système que j'avais déjà éprouvé pour ma colonne, enfin pour mon étagère pardon, en zigzag. Je vais vous mettre le lien en haut à droite si j'y pense. C'était une étagère de 15 mètres de long et on voit pas les fixations et c'était tout fixé avec des cornières comme ça et ça supportait des gros bouquins, donc j'avais assez confiance sur le système. Là j'ai pas prévu de mettre des grosses charges, ça va être 3 feuilles et 4 pots au crayon et en effet ça marchait bien. Donc entre les deux éléments, là vous le voyez, j'avais mis des dominos, donc il faut vraiment, si vous faites pareil que moi, laisser un petit peu de marge à l'extrémité, parce que si vous êtes trop collé au mur, et que votre colonne est elle aussi déjà fixée au mur, vous n'aurez pas de quoi, vous n'aurez pas le jeu nécessaire pour encastrer les deux parties. Ensuite, ressorti du laser, j'ai tracé et j'ai fixé 2 tasseaux, et puis vous le comprenez directement, hein, j'ai installé mon plateau qui est lui aussi tenu en hauteur côté colonne avec des dominos. Alors entre la colonne et le plateau, j'ai mis quelques vis biaises pour être sûr que ça se tienne bien. Et puis sous les tasseaux, pareil, il y a des vis qui tiennent le plateau. On en reparlera à la fin, il y a peut-être une petite critique à faire sur ce plateau-là, mais dans l'ensemble quand même ça rend plutôt bien. Ensuite, retour à l'atelier, j'ai commencé à faire mes tiroirs. Alors celui-ci, c'est le tiroir qui est tout en bas, qui accueille une imprimante. Et donc il a une forme bien particulière, il n'a pas de côté. Il a juste une façade et un support en dessous avec des petits renforts en triangle. Ça va permettre de le tirer et en fait de pouvoir imprimer sans avoir besoin de sortir l'imprimante. Il y aura assez d'espace pour que les feuilles puissent sortir facilement de ce petit rangement. Alors c'est tout fixé avec un pistolet pneumatique. J'ai pas forcément mis de colle, c'était pas nécessaire. Et puis en fait, pour ceux qui ont peur que les clous se voient sur la façade avant, il faut bien se rendre compte qu'après j'ai installé des portes de placards et de tiroirs en médium. Donc en fait, il n'y a rien qui se voit. C'est fixé par en dessous et puis par le devant, donc impeccable. Alors, pour les tiroirs, je suis allée acheter des planches, enfin des tablettes de pin en 60 pardon, et en 50 cm de large. C'était en fait le plus approprié pour la largeur et la profondeur des tiroirs dont j'avais besoin. Ça a limité les chutes. Et puis donc, j'ai fait en sorte de faire mes découpes à la scie sous table pour avoir une régularité dans la hauteur.
Et puis ensuite, j'ai prévu des petites rainures. Vous voyez que j'ai fait la défonceuse sous table avec une fraise droite. Et cette petite rainure, évidemment, elle est destinée à accueillir le fond de mes tiroirs. Fond qui est en contreplaqué, lui aussi de 10 mm, un petit peu moins de 10 mm, que j'avais en rab, que j'avais en stock. Donc voilà, il faut juste faire en sorte d'avoir un fond de tiroir qui correspond à une largeur de fraise. Si vous avez une largeur de fraise trop importante, votre fond de tiroir il va un petit peu bouger. Et au contraire, si la largeur de fraise n'est pas assez importante, votre fond de tiroir il va jamais rentrer dans la rainure. Voilà, rien de sorcier. J'ai fait mes découpes à la bonne longueur après coup, parce que c'est vrai que des fois il y a les petits usinages qui cassaient l'extrémité d'une de mes petites rainures. Donc au moins j'ai choisi les côtés qui étaient les plus propres. J'ai préféré faire ça dans ce sens-là, et j'ai bien fait parce que des fois il y a eu des petits éclats. Donc au moins les morceaux que j'ai conservés avaient des rainures propres du début à la fin. Alors un petit coup de rabot sur les côtés des fonds de tiroir. Comme ça rentrait plus facilement dans les rainures parce que c'était juste. Donc voilà, des deux côtés. De toute façon la rainure, une fois rabotée, elle devient, enfin, la jonction qui a été rabotée, elle devient invisible après parce que tout est dans la rainure. Et puis pareil, rebelote, fixation avec pistolet pneumatique. J'étais un petit peu sceptique sur la solidité de l'ensemble, mais en fait ça suffit largement, j'en ai mis une bonne quantité, donc pas de problème avec ça. En ce qui concerne la fabrication des tiroirs, les côtés des tiroirs font toute la profondeur du tiroir, et c'est par l'intermédiaire de ce côté-là que j'ai fixé les façades avant et arrière. C'est-à-dire que le clou va de gauche à droite et de droite à gauche dans mon tiroir et ne va pas de l'avant vers l'arrière, parce que sinon il irait dans le même sens que la force quand on tire le tiroir et ça risquerait de tout arracher, c'est pas du tout l'objectif. Donc il faut toujours mettre la fixation dans le sens opposé de la traction d'un tiroir. Et de nouveau après, retransport dans l'ensemble des pièces sur la mezzanine, c'est bien, ça fait faire un petit peu de sport, et puis début de l'installation. Alors j'avais forcément par contre attendu d'avoir mes glissières avant de concevoir les tiroirs, c'est évident parce que l'épaisseur des glissières conditionne la largeur des tiroirs que l'on fabrique. Alors vous voyez là je suis en train d'installer la partie basse que je vous avais présentée tout à l'heure qui va recevoir l'imprimante. Et donc j'ai mis les rails par le dessous, étant donné qu'il n'y avait pas de côté. Et quand cette partie-là elle est ouverte, du coup sur les côtés il n'y a rien qui gêne la sortie des feuilles par exemple. Donc c'était vraiment très volontaire de ma part. Un petit peu compliqué à régler pour savoir où mettre les glissières sous le tiroir, mais bon, avec un petit peu de patience et 17 tentatives, ça se fait assez facilement. Après, les autres tiroirs, c'est une fixation beaucoup plus traditionnelle sur le côté. Il faut juste anticiper en prenant en compte le fait qu'on va mettre après des façades de tiroirs. Et donc, il ne faut pas que le tiroir, en l'état brut, il vienne à fleur de la façade de la colonne. Il faut laisser exactement l'espace qui manquera pour les façades qui vont être fixées après coup. Donc pour ça, moi j'avais pris une chute de médium de 10 mm, donc c'était ce que j'allais utiliser plus tard pour faire mes façades. Donc vous voyez, je la mets au fur et à mesure et je regarde que tout est bien positionné. Mais franchement, tout ce qui est quincaillerie, je suis une grosse bille, il faut vraiment que je fasse plein de tentatives. J'ai beau essayer de me faire des petits gabarits, des petits repères, ça tombe jamais comme il faut pour le deuxième, le troisième, le quatrième, donc bon, tant pis, on prend son mal en patience et on y va. Alors, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, la largeur des tiroirs elle a été forcément impactée en fonction des glissières que j'avais choisies. Et une fois que je les avais reçues, ces glissières-là, eh bien, j'ai pu déduire la largeur de mon tiroir. En gros, il faut se dire que la largeur du tiroir, c'est la largeur disponible, moins l'épaisseur des deux glissières, moins un jeu de 1 ou 2 mm. Au début, j'avais pas enlevé ce jeu-là et du coup, ça forçait trop. Donc, il faut vraiment prévoir un petit jeu pour que ça coulisse plus facilement. Donc voilà, de la patience, un petit peu de lumière, et puis voilà, ça se fait tranquillement, au fur et à mesure. Vous voyez, ce tiroir-là, il est beaucoup moins profond que les autres, parce que derrière, en fait, il y aura un système électrique qui viendra se cacher, on fera le point tout à l'heure. Donc là encore, il faut anticiper en fonction des aménagements peut-être cachés ou de l'espace disponible. Et il ne faut pas faire tous les tiroirs identiques s'il y a des petites spécificités à cacher derrière. Alors ensuite, je retourne dans l'atelier, une nouvelle fois, c'est que des allers-retours cette vidéo, où j'ai pris du médium de 10 mm pour les façades de mes tiroirs et mes deux placards du haut. Alors là encore, j'ai pris la largeur et la hauteur disponible, et puis j'ai enlevé peut-être 5 mm, 4 ou 5 mm à chaque fois, pour avoir un petit peu de jeu, parce que sinon forcément ça aurait frotté de chaque côté.
Par contre, là où je n'avais pas forcément anticipé, c'est que les deux portes de placard du haut, il y a des charnières qui allaient se mettre dedans. Et moi, les charnières initialement que j'avais prévues avaient besoin d'être percées sur au moins 15 mm de profondeur. Et du coup, ça n'aurait pas du tout convenu. Et en fait, il s'avère que j'ai trouvé des charnières beaucoup plus petites, que j'ai réussi, c'est des 23 mm je crois de diamètre, que j'ai réussi à installer sans passer à travers. Donc bah voilà, anticipez, hein, rien ne vous empêche de mettre des façades de 10 mm pour vos tiroirs, mais si vous avez des placards, il faudra peut-être anticiper en mettant des épaisseurs un peu plus importantes, de façon à pouvoir installer vos charnières. Voilà, ça c'est un détail auquel j'avais pas réfléchi. J'ai tout découpé dans des panneaux identiques, mais au final ça se termine plutôt bien. Donc voilà, faites gaffe de votre côté. Si vous avez des charnières à installer, prévoyez, vérifiez l'épaisseur nécessaire sur vos portes. Alors pour vraiment trancher avec la couleur chêne et transparent que j'avais installé sur ma colonne, là j'ai choisi du Rubio ébène. Encore une fois, j'ai mis 10% d'accélérateur, ce qui permet de faire sécher beaucoup plus vite l'huile. J'ai fait aussi une partie un petit peu de l'intérieur, mais de toute manière, vu que ça allait être collé avec la façade de mon tiroir, il fallait juste s'assurer que la façade avant, les tranches et puis un petit peu de l'intérieur était rubiotée, mais bon, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Soit on en met un tout petit peu et puis après il faut attendre que ça sèche quelques minutes et on enlève le surplus avec un petit tissu. Donc c'est pas parce qu'on en met une tonne que ça sera plus noir. Vraiment là encore le rendement est super intéressant, donc faut pas faire trop de mélange d'un coup, il faut en faire un petit peu au fur et à mesure et puis rajouter ce dont on a besoin. Par contre mettez des gants parce que c'est vrai que ça a tendance un petit peu à colorier les ongles. Ensuite, pour la pose, ah oui, et jetez bien aussi tout ce qui est tissu, éponge qui vous ont servi à appliquer le Rubio, parce qu'il y a des risques d'autocombustion, donc vous mettez ça dans un petit bocal d'eau. Ensuite, j'ai fait chauffer le pistolet à colle chaude, et ça c'était ma petite astuce pour pouvoir positionner mes façades de tiroir avant de les visser, parce que la question c'était comment je fais pour les installer en les vissant et pour que ça tombe bien et que ça frotte pas sur les côtés. Donc vous voyez, j'ai mis des petites cales en dessous, c'est des petites équerres en fait, peut-être 2 mm d'épaisseur. J'ai mis ma colle chaude, j'ai posé, j'ai attendu que ça sèche. Alors ça prend les 5 secondes, tout au plus 10 secondes. Et puis une fois que c'était bien centré, qu'il y avait bien 2-3 mm de chaque côté, enfin 2 mm de chaque côté, eh bien il m'a suffi de mettre la main dans ma petite poignée. Et là, test de vérité. Voilà, je retire les petites cales et là il y a la façade qui vient, donc nickel, qui emmène le tiroir avec, c'était quand même ce qui était recherché. Et puis après j'ai fixé ça avec quelques vis en passant par l'intérieur. Elle ne se voit pas forcément, donc nickel. Voilà, par contre il ne faut pas faire des gros tas de colle parce que sinon ça a tendance à laisser un petit jeu entre la façade du tiroir et le tiroir lui-même. Donc voilà, ça marche plutôt bien comme système, ça permet de le centrer en position et puis après de le visser sans qu'il tombe. En tout cas moi je ne savais pas trop comment faire et c'est une technique que je reproduirai si j'ai besoin. Ça s'est avéré très efficace. Et là ça fait plaisir de voir le premier en place, je vous promets. J'ai continué en nocturne, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de lumière, je m'en excuse. Le même principe, j'ai mis des petites cales, un peu de colle chaude, j'ai attendu quelques secondes, j'ai retiré mes petites cales, j'ai tiré mon tiroir et hop, les vis en place. Une fois qu'on a rodé la technique, la suite ça va plutôt bien. Je suis ensuite passée aux portes de placard, les deux cases du haut, c'est des petites portes de placard. Donc à l'atelier directement, j'ai fraisé les emplacements de ma charnière, vous savez, l'espèce de rond là, dans lequel la charnière vient se mettre en encoche. Donc je l'ai fait directement à l'atelier, puis j'avais repéré le centre de ce trou que j'avais fait avec un petit scotch sur la tranche. Vous voyez le petit scotch bleu là, et bien sur la tranche j'avais fait un petit repère du centre de perçage. Et donc j'ai mis ça contre ma colonne, j'ai mis mes petites cales en dessous pour être à la bonne hauteur définitive, j'ai fixé ça avec un petit sergent histoire que ça bouge pas, et puis en fait j'ai reporté ces marques de perçage sur le bord de ma colonne. Vous voyez, j'ai remis un petit scotch bleu, et puis voilà, j'ai fait mes deux traits en face du centre de mes deux charnières. Et puis comme ça m'a permis de savoir à quelle hauteur les mettre dans ma colonne, parce que je voulais pas percer ça dans l'atelier. De toute façon j'avais pas ce qu'il fallait à l'époque où ma colonne a été faite dans l'atelier. Et puis après en fait j'ai installé une charnière sur une chute de la même épaisseur qu'allait être ma porte de placard. Comme ça j'avais mis ma charnière exactement à l'endroit où elle devait tomber pour affleurer le devant. Et puis en fait j'ai fixé l'intérieur de ma charnière avec les deux vis qui se fixent dans la paroi.
Alors vous voyez, je ne sais pas si on va voir, on va faire peut-être un petit ralenti, vous voyez, ici, quand je tire, hop, il y a la charnière qui est déjà installée, et grâce au petit repère que j'avais mis sur le côté, je savais que sur ma porte, elle serait exactement à cette hauteur-là. Et j'ai répété l'opération pour les 4 charnières, du coup, que j'ai installées sur cette colonne. Voilà, là encore, quand on est tout seul, c'est pas forcément évident de tenir une porte, de visser en même temps, de faire en sorte que ça bouge pas, de la tenir ouverte vers l'extérieur alors qu'elle n'est pas calée. Au moins, ce système-là m'a permis de reporter l'exact emplacement des 2 charnières de chaque porte. Alors après, il y a un petit réglage de profondeur qui s'impose évidemment, mais au moins pour tout ce qui est de la hauteur, eh ben, ça tombe plutôt bien. Et une fois que les 2 charnières sont installées, il suffit de venir enclencher, hop, la petite porte à l'intérieur, de rajouter les 2 petites vis, parce que les trous ont déjà, les 2 gros trous en 23 mm ont déjà été faits, c'était bon. Alors là, vous voyez, c'est des charnières qui sont pas très grosses, et du coup, elles n'ont pas besoin d'une trop grosse profondeur de fraisage. Mais plus on prend des charnières grosses, eh ben, plus il faut des portes épaisses pour pouvoir les soutenir, et pour pas que ça passe à travers. Bon, et puis là encore, après, une fois que c'est vissé, bon, bah, il faut régler parce que des fois ça tombe, c'est pas tout à fait horizontal par rapport à l'étagère du dessous. Donc voilà, il y a des petits ajustements. Voilà, c'est les joies de la quincaillerie. C'est là où je perds vraiment beaucoup de temps parce que voilà, c'est censé être super bien réglable, mais moi je passe toujours un temps fou à mettre ça d'aplomb, et encore je suis même pas sûre que ce soit vraiment d'aplomb. Alors vous voyez là, la porte pour l'instant elle a tendance un petit peu à rentrer dans mon étagère. Mais le problème est solutionné par la suite, rassurez-vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors ensuite j'ai percé parce qu'il y a une petite installation électrique qui était anticipée dès la conception. Donc il aurait fallu dans l'idéal que je perce avec une scie cloche de 60, j'en avais pas, donc bah, j'ai pris ce que j'avais, je crois que c'était du 50, peut-être 52. Et puis après j'ai agrandi à la scie sauteuse, ce qui n'était pas du tout pratique parce qu'avec le mur à proximité, on n'a pas la latitude pour percer comme on voudrait. Mais je voulais vraiment faire l'installation, positionner ce trou une fois que la colonne était montée, parce que je voulais vraiment voir où ça allait tomber, et quand c'est à plat sur un établi, on ne se rend pas forcément compte. En dessous pareil, et en fait l'idée c'était de passer une petite rallonge. Alors après j'ai mis des petits anneaux en plastique avec des clous, hein, pour maintenir les câbles. En fait ça baillait un petit peu trop, et au final j'ai mis un petit peu de colle chaude pour que le câble soit vraiment collé au tasseau. C'était quand même vachement plus propre. Donc on le voit, on a le câble qui arrive en dessous. Donc c'est une rallonge à 2 têtes, je vous mets le lien dans le descriptif. Et puis ensuite j'ai installé ma petite rallonge qui sort de ma paroi. C'est un système de rondelles qui se vissent en plastique tout simplement, et puis ça se tient sur la paroi. Et puis après, quand on tire la rallonge, eh bien elle parcourt le petit chemin, vous voyez, et puis les prises sortent. Donc il faut prévoir juste de l'espace au fond du tiroir pour pas que ça vienne cogner. Souvent c'est sur les plans de travail à la verticale. Mais voilà, il suffisait de transposer l'astuce. Et puis après voilà, quelques petites équerres supplémentaires pour assurer la solidité de l'ensemble. Voilà, j'aime bien quand c'est vraiment solide. Là au moins j'ai pas été déçue. Et voilà, alors ça c'est les petites butées, donc j'ai pris des gros tourillons. J'ai percé dans le centre du tourillon, et puis j'ai fait un petit fraisage pour mettre la tête de mes vis. Là j'ai pris ma petite chute qui correspond à l'épaisseur de ma petite porte, et puis comme ça je savais exactement où mettre ma petite butée pour que ma porte elle arrive à fleur du devant de ma colonne. L'astuce. Alors pareil, j'ai mis un petit coup de rubio pour que ce soit de la même couleur, et puis vous voyez, c'est une petite butée qui coûte pas cher et qui est très fonctionnelle. Elle gêne pas trop, elle est en hauteur, nickel. Donc ça c'était vraiment la petite idée de la fin. Resteront à poser les petits cache-câbles en plastique. Je les avais pas encore reçus, ils prennent un petit peu de temps à arriver. Je vous mets le lien dans le descriptif. Ça sera notamment pour le dessous de mon étagère. Et puis voilà, ça marche super bien quoi. Il y a plein de rangements. D'ailleurs à l'heure où je vous fais la voix off, je viens de ranger dans le bureau, et c'est vrai que c'est super bien d'avoir de l'espace pour tout mettre, les papiers, les enveloppes, les crayons, les consommables. Voilà, c'est super appréciable, et surtout c'est pas visible, c'est pas comme une étagère ouverte. Voilà, au moins tout paraît rangé en tout cas, en apparence. Donc je suis très contente du résultat. Maintenant on passe au bilan. De la conception à l'installation, il n'y a plus aucun secret pour vous. J'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, ce que je vous propose, comme je l'avais dit en tout début de vidéo, c'est de faire un petit retour d'impression, des faiblesses, inconvénients et surtout des erreurs que j'ai commises sur ce projet. Alors, bon, déjà, la satisfaction générale, c'est que je suis assez satisfaite de l'allure d'ensemble. L'utilisation du latte, c'était une grande première pour moi, et même si c'était des panneaux déclassés,
bah, je suis super contente du rendu. Même la tranche est plutôt sympa. Alors, j'ai eu quelques arrachements, mais bon, ça aurait été pour quelqu'un d'autre, ça m'aurait embêté. Mais pour moi, ça ne va pas m'empêcher de travailler sur le bureau. Donc voilà, rien de bien méchant. La solidité générale me convient aussi. Alors, pour le plateau, je dois avouer que le fait que ça repose uniquement ici sur quelques dominos et sur 2 tasseaux là-bas, ça fait que le plateau fait à peu près 2 mètres de long. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une petite flexion lorsque l'on appuie. Après, c'est pas censé être un plan de travail, on se met debout dessus non plus. Mais pour juste travailler avec un ordinateur et quelques feuilles, je pense que ce sera suffisant. Mais je verrai bien à l'usage si cette petite flexion est trop gênante. Je pense que je viendrai mettre peut-être 2 petits renforts en dessous. Et puis ça renforcera la stabilité de ce plateau-là. Mais pour l'instant, ça va rester en l'état. S'il avait été plus épais ou même doublé, il n'y aurait pas eu ce problème, je pense. Concernant ma multiprise, je suis vraiment aussi super contente du rendu, d'autant plus que voilà, il y a une petite applique tout autour, là, donc ça a bien caché la découpe que j'avais faite. J'aurais dû le faire à l'atelier, ça aurait été plus simple, mais je préférais le voir en situation réelle, debout, pour voir exactement où ça serait positionné. Ce qui fait que ça a été un petit peu compliqué, n'ayant pas de scie cloche du bon diamètre, de mémoire je crois que c'est du diamètre 60, donc j'ai fini ça à la scie sauteuse. C'était pas forcément évident parce que j'étais un petit peu gênée par le mur. Donc voilà, c'est une précaution qu'il faudra que vous preniez. Vérifiez déjà si vous avez la bonne scie cloche et si possible, faites les trous avant. Alors j'ai commandé pour les trous qui ne se voient pas tellement, en bas et puis dans mes étagères, des passes-câbles. Je vais vous mettre les liens de tout ce dont je parle dans ma description. Ce sont des petits trucs en plastique qui permettent de boucher l'orifice qu'on vient de faire et de passer joliment les câbles. On voit ça souvent sur les dessus de bureaux administratifs. Donc pareil, ça viendra agrémenter, mais bon, ça prend un petit peu de temps à recevoir, donc je ne les ai pas encore. Alors, en ce qui concerne l'autocritique, la première, c'est que j'ai travaillé pas mal avec j'ai travaillé essentiellement avec des chutes pour faire mes panneaux de porte et placard. Le problème, c'est que voilà, comme à chaque fois qu'on utilise des chutes, eh bien, on se rend compte seulement à la fin, au niveau de la finition, qu'il y avait des différences dans les panneaux. Alors on peut se dire c'est du médium de 10, de 10, de 10, mais en fait, je me suis bien rendu compte en appliquant le Rubio que le panneau ne réagissait pas de la même façon. Alors la différence est infime, et encore une fois, c'est pour moi, donc c'est pas bien grave. Mais si vous faites, du coup, vous aussi, des ensembles de portes et de portes de tiroirs et de placards, faites en sorte, si possible, d'utiliser le même panneau, ou alors des panneaux qui sont issus d'une même série. Parce que vous voyez ici, ça réagit de façon beaucoup plus claire sur ce panneau-là qui était découpé en 3 que sur ce panneau-là qui était découpé en 4. C'est pas que j'ai mis plus ou moins de produit, c'est juste que le produit s'est saturé plus ou moins vite. Donc voilà, c'est une petite précaution à prendre si vous aussi vous êtes amené à faire ce type de projet. Seconde autocritique, c'est mon socle. Le socle, je l'ai fait, c'était la première fois que je faisais un socle à un meuble, et je ne sais pas pourquoi, je suis partie du principe que j'allais faire la même emprise que la base du meuble, et puis que j'allais retirer 3 ou 4 cm de chaque côté. Ce qui fait qu'à l'arrière, entre le socle et la colonne, j'ai un jour de 4 ou 5 cm qui ne sert à rien. Soit il aurait fallu que je laisse juste de quoi passer la plainte, soit il aurait fallu que je laisse rien du tout, ça aurait été beaucoup mieux que ces quelques centimètres qui au final attirent l'œil et vont être un nid à poussière, c'est évident. Troisième autocritique, les vis-biaises. Alors j'étais plutôt contente de mon système de vis-biaises pour, vous vous souvenez, solidifier l'ensemble. Donc je sais plus, il y en a peut-être ici, ici sur ce plateau-là, ici, et puis j'en ai mis aussi sur ce plateau-là qui permettent de tenir serré les côtés avec une des étagères. Donc il y a 3 vis-biaises à chaque fois. À chaque fois, je l'ai fait sur la partie inférieure de mon plateau, ce qui fait que par exemple, attention, il y a le tiroir qui est ici, s'il y a des vis-biaises qui sont sur ce plateau-là en dessous, on ne les voit pas. J'ai fait ça sur tous les plateaux. Sauf que du coup, je ne me souvenais pas que sur ce plateau-là, eh bien, elles seraient super visibles. Donc les vis-biaises qui sont ici, j'aurais dû les mettre sur le dessus du plateau et non pas sur le dessous pour qu'elles soient cachées. Là encore, rien de bien méchant. C'est pour moi, c'est un bureau, ça ne m'empêchera pas de bosser. Mais niveau esthétique, c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé lors de la conception. Donc la prochaine fois, je serai vigilante. Quatrième autocritique. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais dans les rushs de vidéos que je vous ai montées, eh bien initialement, j'avais monté les charnières de ce côté-là. Parce que je me disais que quand ma porte ici de service serait ouverte, ça risquerait de venir taper mes portes de placard. Dans la logique, c'était assez intelligent finalement. Je me disais, s'il y a 2 portes ensemble,
c'est très rare que tout soit ouvert en même temps, mais on ne sait jamais, il valait mieux réduire ce risque-là. Et du coup, je m'étais dit, je vais ouvrir dans l'autre sens, donc comme ça. Sauf que les poignées, les encoches ici que j'avais faites, eh ben, ça n'allait pas du tout parce qu'on était juste en dessous de la charnière, c'était pas pratique à ouvrir et fermer. Et puis même quand on est sur le bureau ici, on va plus facilement voir ce qui est dans le placard s'il est ouvert dans ce sens-là que s'il est ouvert dans l'autre parce que ça oblige forcément à se mettre totalement de l'autre côté du bureau. Donc au final, j'ai démonté et j'ai basculé sur l'autre côté. Alors du coup, j'ai des petites traces de mes anciennes vis. Là encore, rien de bien méchant en soi, mais c'est dommage de ne pas avoir pensé à ça plus tôt. Voilà. Donc vous voyez, hein, un projet, ça prend du temps à se réfléchir, ça prend du temps à réaliser. Mais bon, il faut aussi savoir tirer les conclusions et les bonnes et les mauvaises méthodes qu'on a employées, histoire de s'améliorer un petit peu à chaque fois. Alors, par contre, c'est sûr que je suis très contente d'avoir réussi à masquer à l'intérieur un système qui me permet d'avoir une prise cachée pour mon imprimante. C'est-à-dire que quand on tire ce tiroir-là, avec son petit système qui fait que voilà, la feuille peut passer ici, et ben on a l'imprimante qui est automatiquement branchée dès lors qu'on connecte la rallonge qui est sous le bureau. Moi, j'aime pas trop laisser les rallonges sous courant quand je m'en sers pas. Donc il suffit juste que j'enclenche ça dans la prise murale et puis ça va parcourir la rallonge. Au bout de cette rallonge, j'ai une double tête. Là aussi, je vous mets un lien dans le descriptif si vous ne voyez pas de quoi je parle. Vous avez une double prise femelle. Sur une des prises femelles, j'ai connecté mon imprimante et sur la seconde prise femelle, j'ai connecté l'extrémité de ma rallonge encastrée. Donc voilà, c'était une petite astuce à laquelle j'avais pensé et qui finalement fonctionne plutôt bien, mais elle fonctionne plutôt bien parce que lors de la conception du tiroir, qui se trouve à la bonne hauteur, là, à la même hauteur, eh bien, j'ai volontairement réduit la profondeur du tiroir pour, à l'arrière, avoir la place de pouvoir stocker cette partie-là lorsqu'elle est rangée. Parce que vous vous doutez bien que si j'avais pris un tiroir qui était d'une profondeur égale à la profondeur de la colonne, eh bien, ça ne serait pas passé. Donc ça, c'était une chose à laquelle j'avais pensé et qui s'est plutôt bien exécutée, donc je suis plutôt contente du résultat. Il faut être content des fois et se le dire aussi quand ça va bien. Donc voilà, il y a quand même des choses qui vont bien, pas d'inquiétude. Je suis très contente du résultat, je suis très contente aussi de l'accueil que vous avez réservé à ce projet-là. J'espère que le second épisode aura le même accueil de votre part que le premier. Alors encore une fois, n'hésitez pas, les petits pouces bleus, ça compte pour faire voir cette vidéo, pour que YouTube la propose à de plus en plus de gens. Vos pouces bleus, vos commentaires, vos réactions, vos partages, tout ça c'est super important et je vous en remercie encore. Et puis voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous, comme ça on va se voir très régulièrement, vous aurez des petites informations dès que je posterai une vidéo. Et puis encore merci à vous tous pour votre soutien. Vous êtes chaque jour plus nombreux à suivre Coco & Co et ça fait très plaisir. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt sur Coco & Co. Et surtout n'oubliez pas, en plus de faire des bureaux, faites plein de cocos. Bye bye les gens.